Bonjour à tous. Ok, aujourd'hui on va parler du coup de VM et de préemptage, de préemptisation. Je ne sais pas exactement le terme en français, mais on va en discuter. Moi je suis Baptiste Massé, je suis ingénieur logiciel chez Arola et je suis Green IT enthousiaste. Donc je sais que ce terme ne fait pas consensus, mais du coup c'est le seul que je trouve assez pertinent. Euh, Pourquoi le Green IT? C'est parce qu'il y a quelques années, j'ai fait deux ateliers, la fresque du climat et la fresque du numérique. Et dans ces deux ateliers, il y a une notion qui m'a marqué. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est autour, il y en a une qui parle plutôt des impacts de l'homme, des impacts de l'homme et du climat, et l'autre des impacts de l'homme et du numérique. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ils sont assez complémentaires, surtout dans notre métier. Donc, je vous conseille de les faire si vous ne les avez pas fait. Et la notion qui m'a marqué, du coup, c'est le triangle de l'inaction. C'est en fait le fait que triptyque gouvernement, citoyen, entreprise, les trois se rejettent la faute et chacun se dit en fait je vais rien faire parce que c'est les autres qui devraient faire. Et du coup, pour briser ce triangle, le seul moyen c'est de se mettre en mouvement. Donc dans un premier temps, je me suis mis en mouvement de mon côté, je me suis formé aux fresques, j'ai commencé à donner des fresques autour de moi. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise? Et c'est là que la notion du Green IT est arrivée, parce que je me suis dit, bon, c'est un sujet qui peut être intéressant. Et donc, je me suis intéressé au territoire qu'il y a autour du Green IT. Donc, le logiciel, la partie transformation avec la sobriété numérique, la partie logicielle avec l'optimisation de code, la partie infrastructure avec le fait de remplacer moins les machines, et enfin la partie cloud et DevOps. C'est cette partie-là qui va nous intéresser aujourd'hui, et surtout la partie partage de ressources. Je ne sais pas pourquoi euh, ça m'a toujours intéressé de me dire mais comment on peut partager au mieux les ressources. Donc c'est peut-être mes jeux d'Age of Empire quand j'étais petit qui m'ont donné cet amour de la gestion des ressources. Mais du coup, avant de pouvoir partager les ressources, il faut pouvoir dimensionner les ressources qu'on va partager. Et pour ça, quand on dimensionne un système, qu'est-ce qui se passe? En général, on a un premier système et on se retrouve avec un pic de charge meurtrier. Et ce pic de charge meurtrier, il nous fout notre plateforme en l'air. Et ce qui fait qu'on se retrouve à devoir rajouter de la RAM, rajouter du CPU, rajouter encore une autre machine derrière. Et donc c'est plutôt par empirisme qu'on arrive à construire notre modèle. Et par cet empirisme, une fois qu'on a dimensionné et qu'on a l'impression d'être au bon endroit, on se rend compte assez souvent que notre système qui est dimensionné, on atteint rarement le pic de charge maximum. On a plein de moments, un certain pourcentage de nos machines qui ne sont pas utilisées. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait tourner là-dessus? La première réponse, c'est celle qu'on a tous fait, celle qu'on fait depuis la nuit des temps, c'est on fait pas passer des batchs à minuit, puis on espère qu'ils aient fini avant que nos utilisateurs reviennent sur la plateforme. Ou alors on coupe les patchs à 8 heures en se disant, on espère que tout va bien se passer. Mais c'est que on n'a pas forcément des batchs à faire tourner tout le temps, et que les batchs peuvent durer plus longtemps que le temps qu'on a pour les faire tourner. Enfin, ça amène d'autres problématiques. Et il y aura toujours, dans tous les cas, un pourcentage de ces ressources qu'on n'arrivera pas à utiliser. Donc j'aimerais qu'on s'arrête 5 minutes et qu'on s'imagine un système dans lequel, d'un côté, j'ai la possibilité de scaler mes infrastructures au maximum. Donc je peux rajouter des serveurs, je peux rajouter des serveurs, je peux rajouter des serveurs. Et de l'autre côté, quand j'en ai pas besoin, je peux les partager à d'autres personnes. Et que par contre, parce que ça c'est facile, c'est juste du cloud. Et en fait, mais par contre, l'élément qu'on veut en plus, c'est que si j'ai besoin de ces machines, si mon service principal, le service qui est le plus important, a besoin de ces machines, il a le droit de les récupérer avec un délai de latence très court. Et c'est ça qui est vraiment important. Et en fait, ça existe déjà. C'est les machines préemptives. Ça existe déjà chez les trois plus connus, AWS, Azure et Google. Ça s'appelle les machines Spot. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que les machines préemptives? Et déjà, pourquoi je dis préemptives alors que tout le monde les appelle Spot? En fait, c'est la capacité de calcul non utilisée des cloud providers. Et en fait, il y a un jour, Google il s'est dit, j'ai plein de serveurs qui ne tournent pas. Et en fait, je vais essayer de les vendre. Je vais les mettre à 10% de la valeur du marché. Par contre, je vais mettre une obligation. En fait, il y a un pré-stop. Et vous avez, quand je vous le dis, vous avez 5 minutes pour arrêter vos traitements et pour sauvegarder votre état. Et après, je vous récupère les machines. Et voilà, c'est comme ça. Par contre, vous payez que 10% vous payez que 10% du prix de la machine.
Et en fait, préemptif, ça vient d'où? Ça vient du préemption, le droit de préemption. C'est, je ne sais pas si vous, en latin, en gros, c'est pré avant et emption achat. Et donc, c'est le fait de pouvoir acheter en premier. Le droit de préemption, il existe dans les mairies. Quand vous faites une vente, vous voulez vendre votre appartement, votre maison, ben, la mairie a un droit de préemption, ou les collectivités en général. Elles peuvent acheter en premier votre bien. Et du coup, ben, voilà, avant les autres, avant tout à chacun. Donc là, il y a la même notion dans les processus. C'est-à-dire qu'il y a des notions de préemption dans les processus sur un OS, ou des processus prioritaires, on peut aller préempter les ressources de la machine. Et de là arrive la notion de préemption sur les VM, où en fait finalement les services principaux, ceux de Google que Google décide, eh ben, ils vont être prioritaires, on va aller récupérer la puissance de calcul des gens qui payent moins cher. Et c'est devenu tellement intéressant qu'il y a tellement d'utilisateurs de ces machines préemptives qu'ils ont même fait un système d'enchères. Donc maintenant, en fait, ça peut varier entre 60 et 91% de rabais selon la demande. Donc plus il y a de demandes, moins il y a de rabais. Mais le problème, c'est que on parle de Google, on parle d'Azure, on parle d'AWS, mais aujourd'hui, enfin, avec la politique de Trump et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas des partenaires avec lesquels on a envie de travailler. Parce que d'un point de vue, déjà, ils sont américains, il y a le problème du Patriot Act, il y a plein d'autres problèmes du fait qu'ils changent de valeur avec le vent qui tourne et les politiques qui changent. Et donc, comment on pourrait faire pour faire nos propres machines préemptives, mais avec de l'éthique et des valeurs? Et c'est ça qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Et donc, il y a une première chose à comprendre, c'est que pour faire un système avec quelque chose qui pourrait ressembler à des machines préemptives, il faut comprendre l'infrastructure as code. Le fait de décrire dans un fichier l'état de mon middleware sur des serveurs. Donc l'état de ma virtualisation sur des serveurs avec mon middleware installé dessus. Je vais pouvoir décrire ça dans des fichiers et je vais pouvoir l'appliquer pour pouvoir décrire mon infrastructure et pour pouvoir l'appliquer et l'avoir sur des serveurs et le déployer. Ça va me permettre de pouvoir arrêter mes services, de pouvoir les démarrer. Donc maintenant, si je prends mes serveurs, eh ben, je vais imaginer que une technologie que j'aime bien, c'est la technologie de Kubernetes. Donc on va se faire un cluster de Kubernetes pour pouvoir faire nos conteneurs dessus et pouvoir scaler notre service principal. On va l'appeler le service principal, c'est par exemple votre front-end, c'est celui qui va être le plus important. Ce service, pour pouvoir le scaler, l'augmenter et le diminuer, vous allez devoir savoir ce qui se passe dessus. Donc vous allez devoir rajouter de l'observabilité. Mais l'observabilité, c'est quoi? C'est quand vous avez des applicatifs, il va y avoir des logs, des traces et des métriques sur chacun de ces applicatifs. Donc les logs, c'est applicatif. La trace, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, par où passe mon applicatif, enfin mon process. Et les métriques, c'est la partie sur les infrastructures. Et tout ça, je vais le mettre dans un agrégateur de logs. D'un côté, je vais pouvoir faire du monitoring. Et de l'autre côté, je vais pouvoir faire de l'alerting. Et je vais pouvoir envoyer des mails, du Slack. Mais je vais aussi pouvoir avoir une boucle de rétroaction sur mes infrastructures et pouvoir faire du scaling. Donc je vais pouvoir faire deux choses, du scaling down et up et du scaling in-out. Donc pour différencier les deux, le scaling down up, c'est je change de machine. J'ai une machine plus petite, j'en prends une plus grosse, je fais du up. J'ai une machine plus grosse, je prends une machine plus petite, je fais du down. Ça, il y a forcément un downtime, puisque je change de machine. Après, si vous êtes clusterisé, vous pouvez changer une machine puis l'autre, et puis en fait ne pas avoir de downtime, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et après, il y a la notion de in-out. In-out, c'est je vais rajouter des conteneurs. C'est que j'ai un service qui tourne sur une dizaine de conteneurs, je vais rajouter un 11e conteneur, un 2e conteneur, etc. Donc c'est la notion de scalabilité. Donc j'ai mon cluster, j'ai mon service principal dessus, j'arrive à faire de la scalabilité. J'arrive à faire de la scalabilité, mais je ne vais pas forcément pouvoir faire de la scalabilité in-out si je ne fais pas quelque chose, si je ne mets pas en place de ce qu'on appelle le stateless. Donc je ne rends pas mon service stateless. C'est-à-dire, je veux que mon service, que je passe par le serveur A ou par le serveur B, j'aille à chaque fois récupérer mon état dans une couche de persistance avec un état. Et en fait, ça me permet que mon utilisateur A, qui passe par le serveur A et le conteneur 1, ou par le serveur B et le conteneur 3 du serveur B, il ait le même résultat, que ce soit en get ou en post. Et ça va me permettre de pouvoir faire du scale out. C'est-à-dire que jusque-là, sans le stateless, je peux faire du scale down up. Je peux rajouter une plus grosse machine qui va gérer mon infrastructure, qui va gérer mon applicatif. Mais par contre, si je veux faire du scale out, je vais être obligé de passer par du serverless.
et du stateless, pardon. Donc là, je suis content, mais maintenant j'ai mon service principal, mais je voudrais avoir mes autres services qui tournent. Et en fait, je vais avoir des besoins d'information de mon service principal pour faire tourner les autres services. Déjà, j'ai mon service principal, je vais devoir faire en sorte que toute la partie la moins prioritaire, elle soit découplée. Donc je vais mettre une queue en place pour pouvoir découpler la partie qui doit répondre vite de la partie qui doit répondre lentement. Donc je vais mettre une notion d'urgence. Mais l'urgence, c'est quoi? L'urgence, j'essaie de la définir ici, c'est la différence entre l'impossibilité d'utilisation et l'impact sur tous les utilisateurs. Donc le nombre d'utilisateurs impactés et est-ce que c'est impossible à utiliser ou est-ce que c'est juste un service dégradé? Et donc, il y a une sorte de carré magique là où surtout, là, je ne mets pas sur des services. C'est mon service principal, ça. C'est mon service nominal. C'est ce qui doit toujours être up. C'est là où j'ai le plus grand SLA. C'est par exemple mon site d'e-commerce. Mon site d'e-commerce, je ne veux pas qu'il tombe. Et donc, je vais avoir par exemple un front-end où il peut y avoir aussi des ETL hot data. Nous, on avait ce cas-là, il y avait une billetterie. Et en fait, quand les personnes passaient dans les stades, on récupérait le fait qu'ils soient passés dans les stades et on devait leur envoyer un mail pour leur donner leur place au moment, pour leur rappeler toutes les informations de leur place quand ils arrivaient dans le stade. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être sur des machines préemptives parce qu'en fait, le besoin, à un instant T, il ne peut pas s'arrêter. On a besoin vraiment que l'utilisateur ait l'information. Et par contre, il y a toute une partie qui va plus nous intéresser, c'est là où ça a des impacts plutôt individuels et où l'utilisation est non comprise. Par exemple, on a un cas dans la mission actuelle où on met des previews pour les développeurs, on met des previews en place où en fait, en gros, on crée un environnement, le même site que la prod, sauf qu'on met la preview avec leur code. Donc on va passer toute la CI et la CD, on va déployer un environnement juste pour eux, ils vont pouvoir venir tester leur nouveau développement directement sur une preview. Et on peut même passer des tests d'intégration et des tests end-to-end dessus. Les tests auto. Et tout ce qui est OTL, call data, si vous voulez passer des informations dans votre data lake, ça ne sert à rien de le faire tout de suite. Vous pouvez attendre, vous pouvez prendre le temps long pour le faire. On parlait de... Ouais, pardon. Excusez-moi. On parlait de temps long ce matin. Et ben en fait, les machines préemptives, il y a une notion qui est assez intéressante autour de ça, autour du temps long. Et là, c'est pas bien? Vous me dites. Et puis il y a toute une partie, ça va dépendre. Donc en fait, ça va dépendre de quoi? Du métier. Donc cette partie-là, ce qui est marrant, c'est que certains métiers vont vous dire oui, on peut y aller, on peut aller sur des machines préemptives, c'est pas dérangeant, et parce que ça va leur faire gagner des coûts. Et en fait, et puis la difficulté de l'utilisateur, ça va pas être leur priorité. Eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est faire de l'argent, j'en sais rien. Et en fait, ils vont se dire bon bah ça dépend. Là, je veux bien me mettre dessus. Et donc c'est plutôt le métier qui va driver. Et où il y a des cas qui sont assez intéressants, c'est-à-dire que votre front-end, si jamais vous l'allez scaler au-delà de la charge maximale, vous pouvez très bien vous dire, bah, je vais rajouter un cluster Kubernetes sur du cloud, par exemple, et je vais dire, bah, je vais mettre sur des machines préemptives sur mon cloud. Et on va appeler ça du débordement, du bursting. Donc là, on se retrouve avec notre service principal qui prend, là j'ai mis 6 serveurs et 3 serveurs pour les serveurs préemptifs, mais faut s'imaginer que ça scale, donc ça peut être très bien 7 ou 8. Puis pareil, en fait, c'est le service principal qui a toujours la priorité. On va avoir un KEDA en face qui va permettre de pouvoir être branché avec le cluster d'observabilité. Donc selon des données métiers, on va pouvoir augmenter ou diminuer notre service principal. Et à côté de ça, lancer des traitements sur le reste des machines. Et donc on se retrouve avec un service préemptif. Je voulais vous montrer des exemples de patterns. Donc là, par exemple, en mode queuing, donc on voit qu'on a un web server qui répond. Donc sur une billetterie, je vous l'ai un peu expliqué. Et derrière, on a les web jobs qui mettent dans les data lakes ou dans le CRM. Donc ça, on peut très bien mettre sur un serveur, sur des serveurs préemptifs, enfin sur des machines préemptives. Ici, par exemple, sur du CQRS, vous allez vouloir que la partie front elle soit très rapide, que vous voulez récupérer les données très vite, et vous allez vouloir passer vos commandes très vite. Par contre, derrière, les traitements métiers, par exemple, dans le cas d'un site ICO, le fait de discuter avec la partie delivery, bah ça va se faire sur un temps plus long. Donc ça, on peut mettre sur des machines préemptives, ça peut être traité plus tard. Par exemple, des fois, vous vous rendez compte que vous recevez votre mail de validation de commande que 10 minutes ou un quart d'heure plus tard qu'après votre commande. Et c'est pas dérangeant.
Je voulais vous mettre quelques bonnes pratiques et j'ai mis le mot robustesse pour me rappeler que je voulais vous parler de robustesse, qu'on en a parlé ce matin et ça m'avait vachement fait penser aux machines préemptives et aux applications qu'on met sur des machines préemptives. Parce que le fait qu'on puisse récupérer les machines, ça vous oblige à faire des services robustes. Et donc, on va avoir un certain nombre de bonnes pratiques qui vous permettent de rendre vos services robustes et qui vont vous permettre du coup de pouvoir travailler sur le temps plus long et d'avoir la réflexion de quelle est l'informatique que je dois faire tout de suite parce que c'est vraiment important et que j'ai vraiment besoin de répondre à un besoin client et quelle est l'informatique que je peux faire sur un temps plus long et je peux me dire ben ça je vais le faire plus tard et c'est pas grave si mes données sont pas tout de suite dans le data lake, c'est pas grave si c'est pas tout de suite dans le CRM, c'est pas grave si j'ai pas mes logs tout de suite et après avoir des services bien sûr à côté qui vont vous permettre d'accélérer les choses si besoin. Mais voilà, mais ça m'a beaucoup parlé, je trouvais que c'était en résonance. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut des choses qui sont courtes. Parce que si on fait des choses très longues, des services très longs, et ben, quand ils tombent, on doit le reprendre tout entier. Donc, si on a un service de 12 heures, s'il tombe à la 11e heure, on a 11 heures de travail à relancer. Alors que si on a un service plus court, si on a 15 minutes, il tombe à la 14e minute, on n'a que 14 minutes. Mais après, selon les business, il y a des gens qui vont vouloir faire encore plus court. Idempotent. Alors, la notion d'idempotence, c'est une notion que j'aime bien. C'est le principe qu'une action, regarder une pastèque ou manger un bout de pastèque dans notre cas, donc c'est deux fonctions, c'est le principe que cette fonction, quel que soit le nombre de fois que je la fasse, elle ait le même résultat. Et donc on voit que regarder une pastèque, à chaque fois, c'est la même chose. Par contre, si je mange un bout de pastèque, même pastèque diminue, et à un moment, je peux même plus manger la pastèque. Donc c'est pas idempotent. Ensuite, il y a la notion d'acknowledge. Parce qu'en fait, on se dit, bon, j'ai des machines préemptives. Donc souvent, on lit sur pas mal sur pas mal de sites sur le sujet, on va dire, on met que les services qui ne sont pas critiques. Ce n'est pas forcément le cas. C'est les services qui ne sont pas urgents. Mais les services critiques, c'est pas dérangeant. On a juste à les rendre acknowledgeables. C'est-à-dire qu'on attend à la fin que le service, quand le traitement s'est effectué jusqu'au bout, à ce moment-là, il dit, c'est bon, il donne un flag, comme quoi on peut supprimer le message de la queue. Et du coup, à ce moment-là, c'est possible de passer, d'avoir un service critique, puisqu'on sait que si jamais il plante avant la fin et qu'il est idempotent, on pourra le reprendre. Donc l'acknowledgeable, c'est le fait qu'à la fin, qu'on attend la fin et qu'on vérifie que, que le traitement qui devait être effectué est bien effectué, avant de supprimer le message. On le veut scalable, donc on va faire des services qui sont plutôt stateless, parce que imaginez si votre queue se remplit, vous allez vouloir la dépiler plus rapidement. Et on va vouloir qu'il soit chaînable, parce qu'on a un traitement de 11 heures, on a quand même 11 heures de traitement à faire, donc on va le découper en plus petits morceaux et on va les faire l'un après l'autre. Mais du coup, il faut qu'il soit résumable. C'est-à-dire que s'il plante au milieu de ma chaîne, je dois pouvoir le reprendre au moment d'avant. Et en fait, grâce au fait que ce soit acknowledgeable, donc je l'ai bien supprimé de la Q1, mais je ne l'ai pas supprimé de la Q2, donc il va être repris. Conclusion. Donc on se rend compte que, en fait, quand on réfléchit un petit peu à ce que peuvent nous apporter le principe du service préemptif ou le principe de la machine préemptive, il y a quelque chose qui résonne avec ce qu'on parlait de la robustesse ce matin, du fait que finalement, il faut savoir identifier ce qui est important de faire, de ce qui est moins important de faire, de ce qui est urgent de faire, de ce qui est moins urgent de faire. Et grâce à ça, on est capable de réfléchir un petit peu autrement l'informatique, d'utiliser des services qui sont pertinents par rapport à nos usages, et finalement peut-être de consommer moins de ressources, puisque faut s'imaginer que le fait d'utiliser des machines préemptives, c'est des data centers que vous n'avez pas besoin c'est des serveurs que vous n'avez pas besoin de créer. Parce que vous utilisez des serveurs qui sont utilisés par d'autres, qui sont réservés par d'autres. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, chaque watt compte. Ça, c'est mon côté Green IT un peu engagé. En fait, il faut toujours challenger ses besoins et ses infrastructures. Ça ne sert à rien d'avoir des énormes machines parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut plus se permettre d'avoir des énormes machines pour faire des applicatifs qui sont souvent très pertinents, mais il faut aussi se poser la question de est-ce qu'ils sont pertinents. Donc, donc la notion, c'est une notion qui me tient beaucoup à cœur, c'est le taux d'utilisation des features. Donc quand on livre quelque chose, on vérifie que c'est utilisé, parce que sinon ça ne sert à rien de livrer des choses qui ne sont pas utilisées. Et voilà. Et je voulais remercier Craft Records et Yann Bouvet pour son accompagnement, parce que je suis issu du tremplin, et donc c'est ma première conf, et je suis très content d'être parmi vous.